ça aussi. Donc, je donne l'autorisation à tous ceux qui peuvent, enfin, pour pouvoir enregistrer, il faut être sur ordinateur. Donc, bon, je ne donne pas à Jack Bauer parce que je ne sais pas qui c'est et il ne veut pas non plus dire qui il est. OK. Voilà. OK, donc j'ai donné les autorisations. Si vous voulez, vous pouvez enregistrer la session sur votre ordinateur. Voilà. Bien. Donc, nous allons corriger l'exercice. OK? Et voilà. Donc, l'exercice consistait à reproduire non, Jack Bauer, ce n'est pas M. Kwadwo Bernard. Hein. M. Kwadwo Bernard est sur le compte iPhone, je pense. Bref, on s'en fout. Alors, il y a un exercice qu'on a eu à faire hier en présentiel. Et donc, le même exercice là, je pense que... Ah merde. Bon. Je pense que vous avez la correction avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà. Le chargement, OK. Où est-ce que j'ai mis ça? Parti. OK. Donc, voici ce qu'il fallait faire à l'exercice. Il fallait reproduire ça. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais recopier tout le texte et ensemble, on va dire les balises. Vous allez me dire les balises qu'il faut mettre. Mais déjà, ça, là, c'est faux. Ici, ce n'est pas un lien. Il fallait juste mettre un truc souligné. Donc, ça, je vais corriger ça tout de suite. Bien. Donc, pour ce faire, on va créer un dossier sur le bureau. Comme ça, on va appeler exercice 1 HTML. OK. OK. Donc, il est là. Ensuite, à l'intérieur, on va créer un fichier qu'on va appeler index.html qui est là. Bien. Donc, ça, je vais le renommer. Et on va créer un fichier index.html. OK. Donc, on modifie l'extension. Bien. Donc, je vais recopier le texte et on va reproduire l'exercice ensemble. Donc, je lance mon éditeur de texte. Chez moi, c'est Sublime Text. OK. Bien. Donc, on va mettre la structure d'une page HTML. Ici, exercice HTML. Donc, je copie le texte et ensemble, on va mettre les balises. Bien. Donc là, pour le moment, il ressemble à ça. Il n'est pas encore formaté. Voilà, pour le moment, c'est comme ça qu'il est. Donc, comment est-ce qu'on va s'arranger pour que ça ressemble exactement
à ce qu'on veut. Donc, c'est ce qu'on va voir. Bien, on fait ça ensemble. Le développement web, c'est quoi? C'est quoi la balise qu'on met ici? Écrivez ça dans le chat. OK, Monsieur Mohamed nous dit strong. Non, ça ne peut pas être strong. C'est un titre. Ça, c'est un titre. Donc, c'est un H. Donc, ça peut être soit H1, H2, H3, ce que vous voulez. Voilà. Moi, ici, je vais mettre H2. Tous ceux qui ont dit H1, H3, tout ça, c'est bon. Ceux qui ont dit strong, c'est faux. Ça, ce n'est pas strong, ça, c'est un titre. Donc, on ne peut pas mettre strong. Voilà, ça, c'est un titre. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On poursuit donc l'exercice. Laissez-moi mettre la correction juste à côté. Bien. Alors, développement web. OK. Donc, développement web, c'est quoi la balise qu'il faut mettre là-dessus? Développement web ici. C'est quoi la balise qu'il faut mettre là-dessus? Voilà. Effectivement, il faut mettre strong. OK. C'est ça. Il faut mettre un strong. Bien. On poursuit donc. Quelle est la balise qu'il faut mettre sur tout ça? Tout ce texte-là. Effectivement, c'est une balise P. Voilà. Parce que c'est un paragraphe. OK. Bien. Ensuite, quoi d'autre? À être hébergé via Internet ou intranet. Quelle est la balise qu'il faut mettre pour ça, pour avoir ce résultat-là? EMI, super. C'est ça. Donc, vous pouvez mettre I ou EM. Super. Donc, développement web ici, vous avez déjà dit c'est strong. Ensuite, OK. Bien. Donc, ça commence à être un peu ressemblant. Bien. Ah non, ici, le développement web, il n'y a rien dessus. OK. 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 Ensuite, ça, comment on fait pour souligner? Côté client ou côté serveur? Comment on fait pour souligner le texte? C'est quoi la balise? La balise, s'il vous plaît. Super. Top. La balise, c'est S. La balise, c'est S. Top. Ensuite, quelle est la balise qu'il faut mettre ici? Vous avez déjà dit, c'est un P. Et donc, je vais mettre tous les P déjà pour commencer, pour gagner du temps. Voilà. Bien. Bien, bien, bien. Alors,
On a fini avec le premier paragraphe. On attaque le second. OK? Bien. Le second paragraphe. Ça, vous avez déjà dit. Ah, j'ai oublié, il y a processus. C'est quoi la balise pour faire ça? OK. Super. La balise, c'est Marc. C'est bien ça. Donc, le processus, c'est la balise Marc. OK. Donc là, c'est bon. Ici, vous avez déjà dit la balise EM. OK. C'est quoi la balise pour écrire ça? On va gagner du temps. OK. Super. C'est bien la balise sup. Bien. On va donc poursuivre notre session du jour dans le cours. Bien. Donc, hier, avec les étudiants en présentiel, on a beaucoup avancé. J'espère qu'aujourd'hui aussi, avec vous, nous allons avancer. Bien. Donc, cours. Donc, on va démarrer le cours.
J'espère que vous avez le support de cours à votre disposition chez vous. Si vous ne l'avez pas, merci de l'ouvrir. Vous pouvez suivre le cours pendant que je suis en train de le lire. OK. OK. Donc, je vais me remettre là où on s'est arrêté. OK, tout ça, on a fini ça. OK. Les liens, on a fait les liens la dernière fois. J'espère que vous êtes à l'aise avec les liens et que ça va. Parce que là, on avance et j'espère que ce que je veux, c'est que tout le monde soit à l'aise avec HTML. Voilà. Hum, oui. Alors, donc on a vu les liens en URL relative absolue. OK? Ouais. On va voir aujourd'hui, donc là, nous sommes là ici à ce niveau. Utiliser une image comme un lien. Donc, je vais vous montrer ici que lorsqu'on crée un lien, ce n'est pas forcément obligatoire de, comment dire, attendez, je vais bien placer ça pour avoir la liste juste à côté de moi. Voilà. Donc, lorsqu'on crée un lien, ce n'est pas obligatoire de forcément mettre un nom pour ce lien.
on peut mettre une image. OK? On peut mettre une image. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc là, suivez très attentivement ce qui va se passer. Nous poursuivons le cours sur les liens. Donc, H2, les liens. Je vais mettre en commentaire. Si vous ne savez pas comment créer des commentaires, allez réviser. Donc, les liens avec des images. OK. Donc, je crée un lien normal. Et on va dire que je crée un lien qui m'envoie sur le site de Google, par exemple. OK? Donc, vu que c'est un lien qui est absolu, je suis obligé de mettre le HTTPS google.com. OK? Donc, ici, le nom que je peux donner, c'est le nom Google. Ou bien aller sur Google. Voilà. Ça, c'est le nom que je peux donner. Et si je teste derrière, voilà. Quand je vais cliquer ici, ça va m'ouvrir le site de google.com. OK? Mais on va dire que j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de plutôt cliquer sur le logo de Google avant que ça m'envoie. Donc, ça, c'est possible. On va dire, on va chercher le logo de Google. Donc, logo Google PNG. Voilà. On va chercher le logo de Google. Voilà, ça, par exemple. Donc, je vais prendre une URL absolue. Copier l'adresse de l'image. OK? Voilà. Et je vais l'ajouter ici. Suivez très attentivement ce qui va se passer. Pour mettre une image, c'est la balise IMG, ça vous le savez. Et à l'intérieur ici, je mets le lien de mon image. Je ne sais pas si on a déjà vu les images avec vous en ligne, mais je ne pense pas. Je pense qu'on n'a pas encore vu ça. Mais on verra ça aujourd'hui. En présentiel, on a déjà fini avec les images. Donc, on verra les images aujourd'hui, mais voilà. Je mets ici le lien de mon image, OK? Et je vais donner une taille à mon image. Donc, pour donner une taille à mon image, c'est avec l'attribut width. Je dis 150 par exemple. OK? Bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, j'ai, bon, 150, c'est un peu trop gros. Je vais mettre à 50. OK? Bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsque je vais cliquer sur le logo de Google ici, ça va ouvrir google.com. Donc, regardez, je clique dessus et voilà, ça ouvre le site de Google. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément un nom. Ici, vous pouvez mettre une image. Vous pouvez mettre même autre chose. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez mettre des divs. On peut cliquer sur des divs. Donc, vous pouvez mettre une div à l'intérieur comme ça. Et puis, dire, bon, dans la div, mettre un H3 Google. OK. Et puis, mettre un P encore. C'est une imbrication. Et puis, dire, par exemple, Google est un site Internet qui permet de rechercher d'autres sites Internet. OK? Bien. Donc là, quand on va actualiser ici, voilà. Donc, vous voyez, je peux cliquer sur l'élément. OK? Hop, et ça m'envoie sur le site de Google. Donc, ça veut dire que vous pouvez créer des liens forcément sur tout. Si je clique ici, ça m'envoie sur le site de Google. Si je clique sur le texte aussi, ça m'envoie sur le site de Google. Voilà. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre des liens sur forcément un nom. Vous pouvez mettre sur tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre des liens. Même sur des tableaux, même, en tout cas, sur tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre des liens. Voilà. Est-ce que c'est bien compris ou vous avez des questions à ce niveau? C'est bon pour tout le monde? Diallo Assatou et les autres. Est-ce que c'est bon pour vous?
Monsieur Sarr. Monsieur Kakou, vous avez un problème de connexion apparemment là. Vous partez, vous venez, vous partez, vous venez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Comme ça, on avance, s'il vous plaît. OK, super. Bien. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans le cours? Lien vers une adresse email. Donc ça, il va falloir que vous testez ça chez vous pour vraiment comprendre en fait comment ça fonctionne. Parce que moi, ici, sur ma machine, il n'y a pas de serveur de messagerie qui est configuré. Donc, je ne peux pas vraiment vous montrer la démo. Mais pour ça, je vais vous demander d'essayer ça chez vous. Alors, vous pouvez créer un lien avec une adresse email qui va vous rediriger en fait, pour ne pas dire, qui va envoyer les visiteurs de votre site à vous contacter juste en cliquant sur un lien. OK? C'est-à-dire, ils vont cliquer juste sur ce lien-là et ça va ouvrir une boîte de messagerie qui est configurée sur leur machine. En tout cas, c'est configuré parce que si ce n'est pas configuré, ça ne va pas s'ouvrir. Moi, sur ma machine, ce n'est pas configuré, donc même quand je fais, ça ne s'ouvre pas. Si vous, sur votre machine, il y a des serveurs de messagerie qui sont configurés, ça va marcher. Donc, regardez, pour ce faire, comment on fait? Dans le href, vous écrivez mail-to, vous mettez 2 points et vous mettez votre adresse mail. Donc, si moi, je mets formation@noenco.com, par exemple, et ici, je mets contactez moi par mail, vous voyez? Lorsque mes visiteurs de mon site vont cliquer sur ce lien, si un serveur de messagerie est configuré sur leur ordinateur, le serveur de messagerie va s'ouvrir automatiquement avec mon adresse email dedans pour qu'il puisse juste m'envoyer le mail. Donc, essayez ça chez vous et dites-moi si ça fonctionne chez vous. Donc, ceux qui sont sur leur ordinateur, essayez ça chez vous, s'il vous plaît. Vous mettez mail to, 2 points, et vous mettez votre adresse email. Voilà. Et quand vous finissez, vous cliquez dessus. Et normalement, si un serveur de messagerie est configuré sur votre PC, il va s'ouvrir. Donc, celui qui réussit, il envoie juste un message. Si ça ne marche pas, ce n'est pas une erreur, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il n'y a pas de serveur de messagerie qui est configuré sur votre ordinateur. C'est tout. OK. Monsieur Mohamed Sarr, c'est super. Alors, qui d'autre a réussi? Qui d'autre? À part Monsieur Sarr? Monsieur Guy, est-ce que c'est bon? Monsieur Jonas Etienne et les autres? Monsieur KKG? Allô? OK, Monsieur Guy, super. Qui d'autre? Il n'y a que deux. Est-ce que les autres, vous essayez? OK, super. Et les autres?
Monsieur Nabil, on a déjà eu à faire ça hier. OK. Apparemment, tout le monde a réussi. C'est super. Donc, on peut continuer. Bien. Titre des liens. Donc, l'attribut title, c'est un attribut des liens, aussi des images. Cet attribut-là se met aussi sur les images. Donc, il spécifie des informations supplémentaires sur une balise. OK? Donc, les informations sont le plus souvent affichées sous forme de texte, infobulle. Donc, on va faire un exemple et vous allez voir. Regardez. On va dire ici que je reviens sur mon exemple où j'avais l'image. Vous voyez? Ça, c'est juste un exemple. Voilà. Donc là, c'est mon lien que j'avais créé avec une image. Donc, j'ai dit que lorsque je clique sur le lien qui est là, n'est-ce pas, ça va ouvrir le site de Google. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les utilisateurs peuvent ne pas savoir à quoi ça sert. Donc, on va leur indiquer ce qui va se passer lorsqu'ils vont cliquer en fait sur ce lien-là. Et c'est ce qu'on va faire. Pour ce faire, dans la balise A, il faut écrire un attribut title. Comme vous voyez ici, ça s'est affiché en même temps. Donc, c'est l'attribut title. Et vous allez mettre un mot dedans, ce qui est censé se passer. Donc, on va dire ici que cliquez ici pour accéder à Google. OK? Donc, juste dans la balise ouvrante de A, on met comme ça un attribut title et on écrit ce qui doit se passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hop, lorsque je vais passer mon curseur là-dessus comme ça, automatiquement, il y a une infobulle qui va s'afficher pour dire que quoi? Cliquez ici pour accéder à Google. On va parler de Alt tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, monsieur. Pour le moment, concentrons-nous sur la balise title. Ne nous perdons pas. On va parler de l'attribut Alt, ne vous inquiétez pas. Donc, on revient sur l'attribut title. Lorsque je passe mon curseur sur la souris, je passe mon curseur de souris sur l'image, il y a un message qui va s'afficher qui est « Cliquez ici pour accéder à Google ». Donc, mes utilisateurs, quand ils vont voir cette image et qu'ils vont passer leur curseur dessus, automatiquement, ils vont savoir que quand ils vont cliquer sur l'image, ils vont tomber sur le site de google.com. Donc, quand je clique dessus, j'ai accès au site de Google. Et ça se passe avec l'attribut title. Ici. Est-ce que c'est bien compris à ce niveau? OK. On va maintenant attaquer l'attribut alt dont M. Sarr a parlé. Donc, l'attribut alt, c'est tout simplement un attribut pour les images. OK? C'est un attribut pour les images. Cet attribut-là, en fait, c'est un substitut. C'est-à-dire, il s'affiche lorsque l'image ne peut pas s'afficher. OK? Vous voyez, regardez. Ici, j'ai mon image qui s'affiche. J'ai l'image de Google qui s'affiche. N'est-ce pas? Donc, dans le alt, je vais mettre Google. Ou bien, on va dire logo de Google. En fait, l'attribut alt, c'est juste à titre indicatif au cas où l'image ne s'affiche pas. Donc, si l'image s'affiche, le alt ne s'affiche pas. Vous voyez, l'image s'affiche, donc le alt ne s'affiche pas. Mais si je me trompe dans l'URL et que je mets une URL qui n'existe pas, donc on aura une erreur. Vous voyez, le alt s'affiche, logo de Google. Donc, le alt, c'est tout simplement un attribut pour les images. Son rôle, c'est tout simplement de mettre un nom à la place de l'image qui est censée s'afficher au cas où l'image ne s'affiche pas. C'est tout. Est-ce que c'est bien compris?
le rôle de l'attribut alt pour les images. C'est bon, monsieur Sarr? OK. C'est bon pour les autres? Le rôle de l'attribut alt? Ou vous avez des questions? C'est bon? OK. C'est super. On poursuit donc. Créer une encre en HTML. Donc, on va voir un truc qui est très intéressant. Ce sont les encres. Donc, les encres, ce sont des liens qui vont nous permettre, en fait, d'accéder à un élément de la page sur laquelle nous sommes. Je répète, les encres, ce sont des liens qui nous permettent d'accéder à des éléments sur la page où nous sommes. C'est différent des liens normaux qui nous redirigent sur une autre page. Les encres restent toujours sur la page sur laquelle nous sommes. On va faire un exemple. Bien. Pour que les encres marchent, il faut que vous ayez une grande page web. Je vais vous montrer un exemple d'encre que j'ai eu à créer sur mon site Internet, le site Internet de NoIntro. OK? Donc, je vais vous le montrer. Si le site veut bien s'ouvrir. Alors, il doit y avoir un souci sur mon site Internet parce que là, hier, il marchait bien et aujourd'hui, il ne marche pas. OK. Il doit y avoir un problème avec mon serveur d'hébergement. Je pense que je dois renouveler mon hébergement. Ce n'est pas bien grave. On va faire un exemple très simple, très clair pour que vous compreniez bien. OK? On va faire un exemple simple sur l'utilisation des encres. Mais pour qu'une encre marche, je le répète, il faut que votre site ait soit une grande page. Si c'est une petite page, ça ne marchera pas. OK? Bien. Donc, on va créer une grande page web. Donc, je vais mettre ici bienvenue sur mon, pardon, dans un H1, bienvenue sur mon beau site Internet. Et on va mettre les liens, OK? Donc, je mets HR, je vais créer des liens. Donc, A, je vais créer des liens. Hop. Si je veux dire qui sommes-nous? Qui sommes-nous? À propos, contact. Bien. Donc, voici mes liens qui sont là sur mon site. OK. Donc, lorsqu'on va cliquer sur les liens, ça ne va pas nous rediriger sur une autre page, mais plutôt nous envoyer directement sur ce qui se trouve dans la page ici. OK. Donc, je mets notre HR et on va commencer à écrire les choses. Donc, je mets une div. Et dans cette div-là, je vais mettre un H3. Il va prendre qui sommes-nous. Ensuite, je vais mettre un paragraphe. Donc, le contenu de mon paragraphe, je vais le chercher sur Internet. Donc, hier, j'ai montré ça à ceux qui étaient en présentiel.
Il y a un site qui permet d'avoir du texte qui ne veut absolument rien dire, mais c'est un texte ce sont des textes qui nous permettent de remplir en fait notre site Internet. C'est tout. Donc, le site, c'est l'Orem. Je vais vous envoyer le site après. OK? Donc là, je recopie tout ce texte. Ça ne veut absolument rien dire. C'est juste pour remplir mon site Internet. Voilà. Donc, je mets ici les paragraphes. Donc, ça, c'est qui sommes-nous? OK. Ça, c'est qui sommes-nous? Ensuite, je vais redupliquer ce paragraphe-là dans une autre div. Hop. Et le titre sera à propos. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on a qui sommes-nous? On a à propos ici. Et on va créer le dernier. Donc, vous avez bien compris le concept. Lorsque je vais cliquer sur à propos, ça va automatiquement me mettre sur à propos. Lorsque je vais cliquer sur contact, ça va automatiquement m'envoyer sur contact. Quand je vais cliquer sur qui sommes-nous, rien ne va se passer parce qu'effectivement, qui sommes-nous est déjà visible. OK? Donc, je vais créer maintenant le lien de contact. Donc, je reprends ça. C'est juste des copier-coller que je fais. Hein. Définir là, définir là. Attendez. Ça, c'est quoi? Voilà. Donc, lui, il commence là, il finit là. Ça, c'est la première div. Deuxième div. Troisième div. Voilà. Contact. OK. Bien. Alors, ce que ça donne. Hop. Et voilà, et voici ce qu'on a. On va essayer de rendre ça un peu joli. Hein. On va essayer de rendre notre site Internet un peu beau. Donc, on va essayer d'ajouter un peu de couleur. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas encore arrivé sur CSS. Donc, ne vous inquiétez pas avec ce que je vais écrire ici. Donc, on va dire body, background color. On va mettre light blue. Voilà. Donc là, on a un petit site Internet avec un petit fond bleu ciel. OK? Plutôt pas mal. Et on va créer nos encres. Donc là, ici, c'est à propos. Bien. Comment maintenant créer les encres? Lorsque je vais cliquer sur à propos, ça va automatiquement m'envoyer sur à propos. Lorsque je vais cliquer sur contact, ça va automatiquement m'envoyer sur contact. Comment est-ce qu'on le fait? Pour ce faire, il faut que l'élément qui englobe, OK, vous lui donnez un identifiant, un ID avec l'attribut ID tout simplement. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre l'ID sur l'élément qui englobe. Donc, pas forcément sur la div. Vous pouvez mettre l'ID où vous voulez. Mais pour plus de précision, on va mettre ça sur l'élément qui englobe. Ou alors, même sur le titre, pour plus de précision. Comme ça, lorsque vous allez cliquer, ça va se mettre bien pile poil sur le titre. OK? Donc, on va créer des ID. On va créer déjà le premier ID de qui sommes-nous dans le H3. Je mets ID, c'est un attribut, hein, l'attribut ID, et je vais l'appeler bloc 1. Okay? C'est un nom que vous donnez. Ça, c'est libre à vous. Le deuxième titre, je vais lui donner un ID que je vais appeler bloc 2. OK? Et le troisième H3, le troisième titre, je vais donner un ID que je vais appeler bloc 3. Bien. Je pense que vous avez un peu compris le concept. C'est avec ces identifiants-là qu'on va créer les liens. Bien. Pour indexer un élément de type ID, il faut mettre un dièse. Je répète, pour indexer un élément de type ID, il faut mettre un dièse.
Pour indexer un élément de type classe, il faut mettre un point. Mais pour le moment, on va se concentrer sur ID parce que c'est ça qu'on utilise actuellement. Donc, je répète, pour indexer un élément de type ID, il faut mettre un dièse. Donc, je mets dièse et qu'est-ce que je veux indexer? C'est qui sommes-nous? Et qui sommes-nous? C'est quoi son nom? C'est bloc 1. Donc, je mets dièse et je mets bloc 1. Donc là, j'indexe l'ID bloc 1. Lorsque je vais cliquer sur qui sommes-nous, il va m'envoyer directement sur l'ID bloc 1. Je fais la même chose pour les autres. Je mets un dièse et je mets le nom, bloc 2. Le troisième, je fais la même chose. Je mets un dièse et je mets le nom, bloc 3. Maintenant, je viens tester. Quand je clique sur qui sommes-nous, automatiquement, je suis sur qui sommes-nous. Quand je clique sur à propos, automatiquement, je suis sur à propos. Quand je clique sur contact, automatiquement, je suis ici sur contact. Et voici comment on crée des encres. On appelle ça des liens d'encre ou des signés. Mais on aime bien dire les encres. Donc, les encres, c'est tout simplement des liens qui nous permettent de nous déplacer sur la page sur laquelle nous sommes actuellement. Pour créer des encres, vous créez votre page. Ensuite, vous indexez vos pages avec des identifiants, donc des ID. ID, vous mettez un nom que vous voulez. Vous créez les liens. Et maintenant, pour pouvoir pointer effectivement ces liens-là sur vos éléments, il faut que dans le href, vous indexez les identifiants. Et pour les indexer, quand c'est un identifiant, c'est un ID, il faut mettre un dièse suivi du nom de l'identifiant. Aussi simple que ça. Est-ce que vous avez des questions? Ou alors, est-ce que c'est bien compris chez vous? Allô? Est-ce que c'est compris, Monsieur Sarr, Mademoiselle Assatou et les autres? Monsieur Kakagé, monsieur Nabil, monsieur... Voilà, réagissez s'il vous plaît si vous avez des questions, posez-les. OK. Je ne comprends pas, monsieur Sarr. Vous dites ça reste. Est-ce que je peux reprendre? OK, donc je reprends l'explication une dernière fois. Je reprends l'explication, s'il vous plaît. Suivez attentivement. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Nous voulons créer des encres. OK? Nous voulons créer des encres. Et les encres, c'est quoi? C'est tout simplement des liens qui nous permettent d'accéder à des éléments de notre page web. Tout simplement. C'est ça qu'on appelle des encres. Les encres, ce sont des liens qui nous permettent d'accéder à des éléments sur la même page sur laquelle on est. Donc, ce sont des liens. Bien. Donc, comment faire pour créer les encres? J'ai créé une page web classique, comme tout le monde sait le faire. Donc, j'ai créé 3 divs et chaque div a un H3, donc un titre et un paragraphe. Donc, ça, c'est ma première div. La deuxième div, c'est la même chose, titre, paragraphe. La troisième div, c'est la même chose, titre, paragraphe. Bien. Ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est lorsqu'on va cliquer sur un lien, que ça nous met directement sur l'élément en question.
sur la page sur laquelle nous sommes. Donc, quand je vais cliquer sur qui sommes-nous, je suis sur qui sommes-nous. Quand je vais cliquer sur à propos, je suis sur à propos. Quand je vais cliquer sur contact, je suis sur contact. Pour faire ça, il faut créer des identifiants avec l'attribut ID. Et donc, j'ai dit, on va mettre ces identifiants-là. Les identifiants, vous pouvez mettre où vous voulez. Mais il faut juste savoir que là où vous avez mis, c'est là-bas que le curseur, en fait, va se placer. Exemple, si j'enlève ça sur le titre et je mets ça sur le paragraphe, qu'est-ce qui va se passer? Je vais actualiser ici. Quand je vais cliquer sur qui sommes-nous, je ne vois plus le titre parce que la page se met là où vous avez mis votre identifiant. Bien. Vu que j'ai mis l'identifiant sur mon paragraphe, quand j'appuie sur qui sommes-nous, il va se mettre quoi? Là où il y a l'identifiant. Bien. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que l'identifiant soit sur le titre. Comme ça, on a le titre et en même temps, on voit le contenu. Donc, quand je clique sur qui sommes-nous, j'ai le titre et j'ai le contenu. Bien. Donc, j'ai dit, on va créer un identifiant sur chaque titre. Donc, je crée un identifiant sur le titre 1 que j'appelle bloc 1. Je crée un identifiant sur à propos que j'appelle bloc 2. Et la même chose sur le troisième paragraphe que j'appelle bloc 3. Comment on fait maintenant pour que lorsque je vais cliquer sur les liens, ça puisse accéder à ces différents blocs-là, à ces différents paragraphes-là? Pour cela, je dois mettre d'abord dans le href1 dièse suivi du nom de mon identifiant. Vu que moi, mon premier identifiant qui correspond à qui sommes-nous, c'est bloc 1, je mets dièse bloc 1. Celui qui correspond à propos, c'est bloc 2, je mets dièse bloc 2 dans le href. Celui qui correspond à contact, c'est bloc 3. Le voici qui est là. Donc, je mets dièse bloc 3. C'est tout. Est-ce que c'est compris maintenant? C'est bien compris? Les nouveaux qui viennent d'arriver, est-ce que c'est bien compris? Bien. On poursuit donc. OK. On poursuit donc sur le cours. Nous allons attaquer les listes. Très intéressant ce chapitre. Donc, suivez très bien attentivement. Bien. Donc, je vais vider le body. Et nous allons créer nos listes. Donc, H1, les listes. Bien. Les listes en HTML. C'est quoi? Donc, on nous dit ici que les listes en HTML permettent aux développeurs web de regrouper un ensemble d'éléments connexes dans des listes. Ils sont très souvent utilisés pour créer des liens de navigation. Très souvent. Pas tout le temps, mais ça
Il y a certains développeurs qui aiment bien prendre les listes pour créer des liens de navigation. Bien. Nous avons deux types de listes en HTML. Nous avons les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration de l'image, les listes ordonnées sont numérotées et les listes non ordonnées ne sont pas numérotées. Donc, nous avons ici liste ordonnée numérotée et à gauche ici, liste non ordonnée qui n'est pas numérotée avec des pointillés. Liste non ordonnée. Comment est-ce qu'on crée une liste non ordonnée en HTML? Donc, une liste non ordonnée commence par la balise UL. Chaque élément de la liste commence avec la balise LI. Ici, voici un exemple de liste non ordonnée que nous avons. Liste ordonnée. Les listes ordonnées commencent par la balise OL. Et aussi, chaque élément de liste est écrit avec la balise LI. Voici un exemple de liste ordonnée en HTML. Nous allons faire un peu de pratique. Ce que le cours a dit, nous allons pratiquer ça. Donc, je mets ici un H4 et on va créer des listes non ordonnées. On va commencer par ça. Qu'est-ce que le cours dit? Le cours dit qu'une liste non ordonnée commence toujours par la balise UL, qui est une balise de paire. Bien. Et chaque élément de la liste est écrit dans des balises LI, à l'intérieur de la balise UL. Donc, si on dit qu'on veut créer une liste, par exemple, de tous les listes de quelques pays africains, donc liste non ordonnée de quelques pays africains, OK? On va mettre LI, donc premier élément, on va dire par exemple Côte d'Ivoire, OK? Deuxième élément, dans un autre LI, on va dire Sénégal. Troisième élément de la liste, on va dire Burkina Faso. OK? Et quatrième élément de la liste, par exemple, on va dire Mali. Et on peut continuer comme ça en ajoutant d'autres pays, comme par exemple le Togo. Bien, on va se limiter à ça. Donc, quand on va tester, hop, nous avons ici une liste. Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Mali, Togo. Donc, ce n'est pas dans le UL que j'ai écrit Côte d'Ivoire comme ça. Non. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas bon. Ça, on ne fait pas ça. Lorsque vous écrivez le UL, vous devez écrire chaque élément de la liste dans des balises LI comme ça, qui eux-mêmes sont à l'intérieur de la balise UL pour une liste non ordonnée. Maintenant, pour une liste ordonnée, donc je vais faire maintenant une liste ordonnée. OK? Donc, on va dire liste ordonnée maintenant de quelques pays africains. Pour les listes ordonnées, il faut tout simplement remplacer le OL, le UL, pardon, par OL. Donc, balise ouvrante OL, balise fermante OL, et tout le contenu, ça reste toujours des LI. Et voilà. Liste non ordonnée de quelques pays africains, avec des pointillés. Liste ordonnée de quelques pays africains. Liste ordonnée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je répète. Pour faire une liste non ordonnée, vous mettez la balise UL et à l'intérieur, chaque élément de liste est dans une balise LI. Pour les balises ordonnées, vous mettez la balise OL et chaque élément de la liste est dans une balise LI. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Ou est-ce que c'est top?
Ah, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais coupé le micro sans faire exprès. Je reprends les explications. Merci d'avoir été vigilant. Bien, je reprends les explications. Liste non ordonnée de quelques pays africains et leur capitale. Et j'ai dit que ici, on va créer des listes imbriquées. OK? Imbriquées. Et donc, comment imbriquer? En dessous du LI de Côte d'Ivoire, pour définir, pour ne pas dire écrire la capitale Abidjan, je crée une autre liste non ordonnée comme ça, UL, et je mets maintenant l'élément Abidjan LI pour qu'on ait ce décalage-là. Si vous ne faites pas ça comme ça et que vous ne mettez pas le UL et que directement vous mettez le LI, ils seront tous au même niveau. Vous voyez, ça sera comme si Abidjan est un pays. Alors que non, Abidjan n'est pas un pays, Abidjan est une ville. Donc, il faut mettre un UL en dessous de Côte d'Ivoire, donc en dessous du LI de Côte d'Ivoire, on met un UL et le LI maintenant Abidjan. La même chose pour le Sénégal, UL, LI Dakar. Pour le Burkina Faso, la même chose, UL, LI Ouagadougou, Ouagadougou, OK? Pour le Mali, Bamako, donc UL, LI Bamako, OK? Et pour le Togo, Lomé. Dédicace à nos amis du Togo. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a une jolie petite liste non ordonnée de quelques pays africains et leurs capitales. Côte d'Ivoire, Abidjan. Sénégal, Dakar. Burkina Faso, Ouagadougou. Mali, Bamako. Togo, Lomé. Et donc, du coup, on peut faire cette même chose là aussi pour les listes ordonnées. Donc, je peux venir ici, faire un OL. Vous n'êtes même pas obligé forcément de respecter. Ce n'est pas parce qu'ici il y a OL que forcément il faut que aussi en bas soit OL. Vous pouvez mélanger, c'est-à-dire vous pouvez mettre le grand peut être un UL et les autres peuvent être des OL. Okay? Voilà. Donc ça peut être des OL. Donc c'est une liste non ordonnée dans une liste ordonnée dans une liste non ordonnée. Donc vous voyez, Côte d'Ivoire 1, Abidjan, Sénégal 1, Dakar, Burkina Faso 1, Ouagadougou, Mali 1, Bamako. Voilà. Donc, vous pouvez intervertir. Vous pouvez créer une liste ordonnée dans une liste non ordonnée. Vous pouvez créer une liste non ordonnée dans une liste ordonnée. C'est possible de faire les deux, vice-versa. Donc, ici, par exemple, je peux créer une liste non ordonnée. Je peux mettre UL ici. Et puis, je fais un LI comme ça. Je peux mettre Abidjan. Voilà. Donc, j'aurai ça comme ça. 1, Côte d'Ivoire. Et ici, ce n'est pas ordonné, Abidjan. Voilà. Donc, vous pouvez briquer autant de fois que vous voulez. Si vous voulez mettre des communes, OK, on se met en dessous du LI de Abidjan, on fait UL, LI, et puis on va dire par exemple commune d'Abidjan, Cocody. OK? Cocody. Il n'y a même pas ajouter encore une autre. On va dire par exemple Yopougon. Dédicace spécial à nos amis de Yopougon. OK? Donc, vous voyez, Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Yopougon. Donc, Yopougon, Cocody sont des communes d'Abidjan. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire. Est-ce que les listes, c'est bien compris pour vous? C'est top? OK. Il y aura des exercices qui vont suivre dans la semaine sur les listes. Donc, j'espère que je peux compter sur vous pour me réussir ça. OK.
Bien. On poursuit donc sur le cours. Vous avez une autre façon de créer des listes avec DL et DT. Donc ça, je vous laisse vous-même tester ce bout de code-là sur votre ordinateur à la maison. Donc, c'est une autre façon de créer des listes aussi avec DL et DT. Mais ce n'est vraiment pas utilisé en programmation. Ce que les développeurs utilisent en programmation pour créer les listes, c'est UL, LI et OL. Mais vous pouvez vous amuser à utiliser ça. C'est un peu comme l'alternative des paragraphes avec la balise pré. Mais on est d'accord que la balise pré n'est jamais utilisée pour créer des paragraphes. C'est toujours la balise P qui est utilisée. Donc, c'est une alternative aussi qui est ici. Bien. On attaque maintenant les images en HTML. Donc, cours très, très intéressant aussi. Les images en HTML. Donc, les images. Bien. Vous avez déjà eu un petit aperçu de comment créer les images, mais on va maintenant voir en long et en large comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on nous dit quoi? On nous dit que les images peuvent améliorer la conception et l'apparence d'une page web. Avouons qu'un site Internet sans images n'est pas très, très esthétique. Et ça, vous ne me direz pas le contraire. Bien. Donc, ici, nous avons l'exemple d'utilisation d'une image. Comment est-ce qu'on crée une image? Donc, on va lire le cours et on va pratiquer ensuite. On nous dit quoi? On nous dit que la balise HTML-IMG est utilisée pour intégrer une image dans une page web. Les images ne sont pas techniquement insérées dans une page web. Les images sont liées à des pages web. La balise IMG crée un espace de maintien pour l'image référencée. Donc, la balise IMG est vide, elle ne contient que des attributs. Elle n'a pas de balise fermante. Donc, c'est une balise orpheline. Deux attributs obligatoires pour la balise IMG, c'est SRC, qui va spécifier le chemin vers l'image, et ALT, qui est un texte alternatif pour l'image. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Donc, voici sur la capture d'écran un exemple d'utilisation de la balise image. Et nous allons faire des cas pratiques tout à l'heure. Donc, l'attribut SRC pour, bien sûr, mettre le chemin de l'image. L'attribut alt pour le texte alternatif au cas où l'image ne s'affiche pas. Et nous avons deux attributs, on va dire, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont plus ou moins utilisés. C'est l'attribut width et h. Donc, width pour la largeur de l'image et h pour la hauteur de l'image. Donc, très généralement, vous allez tout simplement utiliser l'attribut width parce que l'attribut width va modifier la largeur de l'image et garder les proportions de l'image, alors que l'attribut h va modifier complètement les proportions de l'image. Nous allons faire des cas pratiques tout à l'heure. Donc, image dans un autre dossier et image sur le serveur. Et ici, c'est là que ça devient intéressant quand on parle des mêmes choses qu'on a eu à faire avec les liens relatifs et liens absolus. Donc, c'est la même chose aussi pour les images. Et ensuite, nous allons attaquer classe et ID. Cas pratique maintenant sur les images. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un dossier image dans mes dossiers. OK? Bien. Et dans ce dossier image-là, je vais mettre des images. Alors, laissez-moi trouver des images. OK. Voilà. Donc, je vais prendre ces trois images-là et les ajouter dans mon dossier image. Ici. Donc, je les mets là. Donc, ce sont les images qui sont dans mon dossier image sur mon projet. Donc, PHP, le logo de PHP, le logo de MySQL et le logo de JavaScript. Bien. Bien. Donc, les voici qui sont là, dans mon dossier image. Donc, le logo de JavaScript, le logo de MySQL et le logo de PHP. Et j'ai envie de les afficher sur quoi? Sur mon site Internet. Comment est-ce que je fais?
C'est la même chose que les liens, pour les liens, les chemins des liens qu'on a eu à voir la semaine passée. Je mets déjà ma balise IMG. Okay. Donc, le alt, c'est un texte alternatif. Donc, j'ai envie d'afficher le logo de PHP. Donc, je vais écrire logo de PHP. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vois que mon dossier image est à la racine de ma page. Et je vous ai dit la dernière fois que la racine, c'est quoi? La racine, c'est tout simplement la première page qu'on voit lorsqu'on rentre dans le dossier de votre projet. Donc, moi, le dossier de mon projet, c'est quoi? C'est exercice 1.html. Lorsque je rentre dans exercice 1.html, je suis à la racine. Et à la racine, qu'est-ce que j'ai? J'ai index et image. Bien. Donc, je suis ici. J'ai index et image. Les deux sont au même niveau. Comment est-ce que je fais pour accéder à mon image? Je dois rentrer dans le dossier image. Donc, j'écris image. Et je mets un slash. C'est la même chose que pour les liens. Si vous comprenez les liens, ça sera très facile pour vous. Si ça, vous ne comprenez pas, c'est que vous avez des problèmes avec les liens. Donc, je vais vous demander d'aller regarder les vidéos des liens. Bien. Ça, c'était le dimanche passé. Donc, je répète. Je suis à la racine. Comment je fais pour accéder à mon image? Je dois rentrer dans le dossier image, n'est-ce pas? Je ouvre, je rentre dans l'image avant de trouver l'image PHP. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris image slash le nom maintenant de mon image qui est php.png. Aussi simple que ça. Quand je vais actualiser ici, j'ai mon logo qui est là. Le voici qui s'affiche, mais il est trop grand. Donc, il faut le redimensionner. Et je vous ai dit que pour le redimensionner, on utilise quoi? L'attribut width, qui s'écrit width. Et on lui donne une certaine taille. Donc, moi, je mets 50 par exemple. Et quand je vais actualiser, voici mon logo qui est là. Mais il est un peu trop petit. On va mettre 150. Et donc, voici mon logo qui est là. PHP. Comme je vous ai dit, pour redimensionner la taille de l'image, juste l'attribut width suffit. Si vous voulez garder les bonnes proportions. Sinon, si vous voulez vous-même modifier l'image à votre guise, vous pouvez utiliser l'attribut h, qui veut dire hauteur. Et si par exemple, je mets ici h à, on va dire, 300, vous allez voir que l'image sera déphasée. Vous voyez, l'image est déphasée. Voilà. Donc, il faut simplement toujours utiliser, pour garder les bonnes proportions de l'image, juste l'attribut width. Pour garder les bonnes proportions de l'image. C'est aussi simple que ça. Si jamais mes images, donc si jamais j'avais par exemple un dossier page comme ça, et à l'intérieur de ce dossier page, j'avais une page 2.html. OK? Comme ça. Donc, je vais mettre le contenu. OK. OK. Donc, ça, c'est page 2. Donc, si je crée un lien pour aller sur la page 2, qu'est-ce que je fais? Je rentre d'abord dans le dossier page avant d'aller chercher page 2.html. Et je vais lui donner un nom, page 2. N'est-ce pas? Je mets un BR pour que mon image ne soit pas sur la même ligne, mais l'image soit à la ligne. OK? Bien. Donc, dans ma page 2, je vais mettre un H1, page 2. Bien. Et j'ai envie d'afficher une image sur ma page 2 aussi. N'est-ce pas? Bien. Donc, ici, je suis sur ma page 1. J'appuie là, j'atterris sur ma page 2. Mais j'ai envie d'afficher une image sur ma page 2. Alors,
si vous avez compris et que vous maîtrisez bien les chemins. Comment est-ce que je fais pour afficher une image ici en quittant de la page 2? Écrivez-moi ça dans le chat. Écrivez-moi le bon même. Comment j'ai envie d'afficher l'image js.png. Donc, l'image js.png. Cette image-là. Donc, ici, c'est le logo de JavaScript. Le logo de JavaScript. Donc, pour le moment, si j'actualise, l'image ne s'affiche pas parce que le chemin n'est pas bon. Donc, quel est le bon chemin à mettre ici pour que l'image puisse s'afficher? À vos claviers. Je veux que tout le monde essaye. Hein? Bien. On va voir si vous avez raison. Donc, /image /js.png. On va voir si vous avez raison. Eh oui, vous avez raison. Donc, tous ceux qui ont mis ça, félicitations et bravo à vous. Je suis vraiment très, très content. Donc, on va diminuer un peu la taille. Et voilà. Parfait. Je suis très content de voir que vous maîtrisez les chemins relatifs. Je suis très content. Là, on avance très bien. Très, très bien. Ceux qui ne maîtrisent pas encore les chemins relatifs, s'il vous plaît, c'est le moment de vous entraîner avec les anciennes vidéos. S'il vous plaît. J'ai très bien expliqué l'utilisation des chemins relatifs le dimanche passé. Et la vidéo est toujours disponible. Donc, si vous avez encore des problèmes avec les chemins relatifs, je vais vous inviter à aller regarder les anciennes vidéos, s'il vous plaît. Les autres, super. Là, on avance vraiment bien. Je suis très content pour la suite de la formation. Bien. Les attributs classe et ID. Bien. Si vous vous souvenez très bien, au début de la formation, je vous avais dit que les balises HTML, certaines balises HTML ont des attributs obligatoires. Comme par exemple, IMG, qui a deux attributs obligatoires qui sont SRC et alt. Comme par exemple A, qui a un attribut obligatoire qui est href. Comme par exemple link, qui a deux attributs obligatoires qui sont rel et href. Et il y a certaines autres balises qui ont des attributs obligatoires. Par contre, il y a des balises qui n'ont pas d'attributs obligatoires, comme P, qui n'en a pas, span, qui n'en a pas, strong, qui n'en a pas, etc., etc. Mais toutes ces balises-là peuvent, c'est-à-dire les balises qui ont des attributs par défaut, comme ceux qui n'en ont pas, peuvent prendre 3 balises par défaut, qui sont ID,
classe et style. Ça, ce sont trois attributs passe-partout. Ces trois attributs-là peuvent se mettre sur n'importe quelle balise. Ce n'est pas obligatoire, mais n'importe quelle balise peut les prendre. Style, je vous ai dit que c'est pour utiliser du CSS directement sur une balise. Classe, c'est pour indexer un élément qu'on va utiliser en CSS ou en JavaScript. ID aussi, c'est pour indexer un élément qu'on va utiliser soit en CSS ou en JavaScript ou même dans les deux. Voilà, donc on peut utiliser le même ID en JavaScript et en CSS. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que classe et ID permettent tout simplement d'indexer des éléments. Et c'est eux qu'on va voir tout à l'heure. Classe et ID. Bien. On va voir leurs points communs et on va voir leurs différences. OK? Bien. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que l'attribut classe HTML est utilisé pour spécifier une classe pour un élément HTML. Plusieurs éléments HTML peuvent partager la même classe. Alors que plusieurs balises HTML ne peuvent pas avoir le même ID. Ils peuvent avoir la même classe, mais pas le même ID. Tout à l'heure, on va faire des cas pratiques et vous verrez. L'attribut classe est souvent utilisé pour pointer vers un nom de classe dans une feuille de style. Il peut également être utilisé par un JavaScript pour accéder et manipuler des éléments. Comme je vous ai dit, classe et ID, leur particularité dans le HTML, c'est tout simplement pour indexer des éléments qu'on va utiliser en JavaScript ou en CSS. Donc, dans l'exemple ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons trois divs. Les trois divs héritent de la même classe. Donc, les trois divs ont le même nom de classe, city, city, city. Et on a utilisé ici city pour mettre des propriétés CSS. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit que pour pointer sur un élément classe, on met point suivi du nom de la classe. Pour pointer sur un élément ID, on met dièse suivi du nom de l'ID. Donc, vu que ici, ce sont des classes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis point suivi du nom de la classe qui est city. Et ils ont ouvert les accolades pour mettre quoi? Les propriétés CSS. Pour le moment, on n'est pas encore sur CSS, donc ne vous emmerdez pas avec ça. Bien. Donc, on nous dit que l'attribut classe peut être utilisé sur n'importe quelle balise HTML. Le nom de la classe est sensible à la casse. Et je vais vous expliquer sensible à la casse, qu'est-ce que ça veut dire. Bien. Donc, la syntaxe de la classe. Pour créer une classe, écrivez un point suivi du nom de la classe, comme je viens de vous montrer dans l'exemple. Ensuite, définissez les propriétés CSS entre les accolades, comme dans l'exemple qui est ici. Les éléments HTML peuvent appartenir à plusieurs classes. Ça, j'ai eu à le dire. Donc, comme dans l'exemple qui est ici, on voit que nous avons le H2 qui est là, qui appartient à deux classes. Donc, il appartient à la classe city et à la classe main, alors que les deux autres H2, eux, ils n'appartiennent seulement qu'à la classe city. Ils n'appartiennent pas à la classe main. Lorsqu'on va attaquer le CSS, vous allez bien comprendre la particularité de classe et de ID. Donc, on nous dit que différents éléments peuvent partager la même classe. Ça, on a déjà eu à le dire encore et encore. Donc, ça, c'est l'utilisation de classe avec JavaScript, mais on n'y est pas encore. ID. Donc, l'attribut HTML ID est utilisé pour spécifier un élément unique. Ça, j'ai eu à le dire. Classe permet de spécifier plusieurs éléments. ID permet de spécifier un élément unique. Et j'ai précisé encore que élément, ça veut dire balise. Donc, je reformule. Classe permet de pointer sur plusieurs balises. ID permet de pointer sur une seule balise. Une seule. Deux balises ne peuvent pas avoir le même nom d'identifiant. Deux balises ne peuvent pas avoir le même ID. Ce n'est pas possible. Mais deux balises peuvent avoir la même classe. Ça, oui, c'est possible. Donc, classe et ID permettent de pointer des éléments qu'on va utiliser en HTML, en CSS et en JavaScript. Classe et ID permettent de pointer sur des balises que nous allons utiliser en CSS et en JavaScript. Ça, c'est leur point commun. Leur différence est que classe peut être utilisée
sur plusieurs balises différentes. Donc, la même classe peut être utilisée sur plusieurs balises différentes, tandis que chaque balise doit avoir un seul identifiant unique. Voici la différence. Une autre différence, on peut avoir plusieurs noms de classe dans l'attribut classe, alors qu'on ne peut pas avoir plusieurs noms d'identifiants dans l'attribut ID. Je m'explique. Je vais créer, par exemple, ici, 3 paragraphes. OK? Voici 3 paragraphes qui sont là. Donc, lui, c'est le paragraphe 1. Lui, c'est le paragraphe 2. Et ce dernier-là, c'est le paragraphe 3. N'est-ce pas? Bien. Je vais donner des classes. Qu'est-ce que le cours nous dit? Le cours nous dit qu'ils peuvent avoir le même nom de classe. Donc, je crée une classe sur le paragraphe 1 que je vais appeler peut-être, on va dire bloc, non, on va pas dire bloc, on va dire para pour paragraphe, para pour paragraphe, on va laisser para. Et le cours nous dit quoi? Que beaucoup de balises peuvent avoir le même nom de classe. Donc, qu'est-ce que je fais? Si j'ai envie qu'ils aient le même nom, je mets classe para ici aussi. Ça marche. Sur le troisième, je peux mettre classe para. Ça marche. Ce n'est pas une erreur, ça marche. Je veux créer des identifiants. Le cours nous dit quoi? Le cours nous dit que ID, c'est unique pour chaque paragraphe. Donc, ici, je vais mettre quoi? Para 1. Le deuxième, je ne peux plus mettre para 1. Qu'est-ce que je vais mettre alors? Para 2. Le troisième, je ne peux plus utiliser ni para 1, ni para 2. Donc, je mets quoi? Para 3. Les balises peuvent avoir le même nom de classe, mais des ID différents. Les balises peuvent avoir plusieurs noms de classe. Donc, si je veux mettre d'autres noms de classe, je mets espace main, espace toto, espace tata, espace, voilà. Je mets ce que je veux. Nana, nono, voilà. Ça marche. On peut mettre autant de noms de classe dans une classe. Et on va dire, bon, ce premier paragraphe-là, lui, il appartient à la classe para, main, toto, tata, nano, tout ça. Le deuxième paragraphe, lui, on veut qu'il appartienne à la classe para et la classe nono. Et la classe tata aussi. Et le dernier, lui, on veut qu'il appartienne à la classe para et la classe main seulement. Ça se fait. Mais c'est impossible de mettre ici para 7. Et puis encore mettre para après 8. Ça, c'est impossible. On ne fait pas ça. Ça ne marche pas. Voici, ne marchera jamais. Les noms d'identifiants, c'est unique. Unique. Quand vous avez mis un nom, c'est fini. Vous ne mettez rien d'autre à côté et vous ne pouvez plus utiliser ce nom-là ailleurs. Ce n'est pas possible. Donc, j'espère que vous avez pris note des différences et des similitudes. Classe et ID sont deux attributs de balises qui permettent d'indexer des éléments qu'on va utiliser en CSS et en JavaScript. Ça, c'est le point commun. Ils permettent de pointer sur des éléments, sur des balises CSS. Ça, c'est le point commun. Leur différence, première différence, le même nom de classe peut être utilisé par plusieurs balises, alors que l'identifiant est censé être unique sur chaque balise. Première différence. Deuxième différence, une classe peut avoir plusieurs noms de classe, alors qu'un identifiant est unique. Le nom, il est unique. Il ne peut pas avoir deux noms d'identifiant. Si vous avez compris ça, quand on va attaquer CSS, ça sera très facile pour vous d'implémenter les classes et les ID. Est-ce que c'est bon ou est-ce que vous avez des questions?
C'est bon pour tout le monde? OK. OK. Super. Donc, on poursuit le cours. Donc, ID, c'est tout ce que j'ai eu à expliquer qui est écrit ici. Voilà. Donc, signer HTML, les signés, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les encres. Donc, vous créez un lien, vous créez un bloc avec un ID et vous pointez à partir du lien sur cet ID-là. C'est ça qu'on appelle les signés. Donc, utilisation de l'attribut ID en JavaScript. Lorsqu'on va attaquer JavaScript, vous allez mieux comprendre. Tableau en HTML. Donc, c'est ici qu'on s'est arrêté avec ceux qui suivent en présentiel hier. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui aussi. Et à la session prochaine, on va attaquer les tableaux. On va finir les tableaux. Actuellement, il nous reste 2 chapitres pour finir HTML. Il nous reste les tableaux et les formulaires. Donc, à la session prochaine, nous allons faire les tableaux. Vous allez voir que les tableaux, ce n'est pas du tout compliqué. Très utilisé en HTML, très utilisé sur les sites Internet. Et nous allons attaquer les formulaires. Il n'y a pas un site Internet où il n'y a pas de formulaire. Donc, très important ce cours-là. Et le chapitre sur les formulaires, c'est un chapitre qui est très long. C'est un chapitre qui est sur au moins, je crois, 10 pages. Voilà. Donc, à la session prochaine, on va attaquer les tableaux. On va commencer les formulaires, mais on ne finira pas. Et l'autre session prochaine, on va finir les formulaires et attaquer le CSS. Donc, je compte sur vous et votre dynamisme, comme vous êtes actuellement, pour bien sûr continuer dans les révisions et mener à bien sûr, cette formation-là qui sera bénéfique pour tout le monde, et pour vous, et pour Lara Lover qui vous forme. Voilà. Parce que si demain, vous sortez de la formation et que vous êtes capable de faire ce que moi, le formateur, je suis capable de faire actuellement, c'est bénéfique pour vous parce que vous allez vous faire de l'argent. Et c'est aussi bénéfique pour nous parce que demain, vous pourrez nous recommander chez des personnes qui ont envie de se former aussi en développement. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, si vous voyez que je vous mets la pression comme ça, c'est parce que je veux que vous soyez, vous payez déjà, vous payez dans ces temps difficiles, vous payez de l'argent chaque fin de mois. Donc, il faut que vous ayez la formation qui va avec. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et aujourd'hui, je vais vous envoyer la vidéo de ce cours aujourd'hui même. Je vais la déposer sur YouTube tout de suite dès qu'on finit. Et j'envoie la vidéo dans le groupe. Et demain, je vous envoie 2 exercices à faire et à me rendre sur mon adresse email. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et puis, on se donne rendez-vous tout à l'heure.